Jean-Louis Tripp, bonjour. Bonjour. Alors, on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie, un peu en aval, de la sortie du tome 2 d'Extase, donc Les Montagnes Russes. Le premier tome était sorti en 2017, donc on se retrouve 2, 3 ans par la suite avec donc ce deuxième tome. Dans le premier tome, j'ai l'impression que vous exploriez vous-même. Donc, on était à la découverte de la sexualité, à la découverte de vos préférences. Donc, on était sur une quinzaine d'années, 68 à 82. Dans le deuxième tome, on est dans la suite immédiate. On vous suit jusqu'en 97. Et j'ai l'impression que après vous êtes cherché vous-même et avoir découvert et exploré la sexualité, vous cherchez maintenant un peu comment on la met en place, comment elle s'exprime dans le contexte social, comment elle s'exprime dans le contexte du couple. Donc, une cherche de soi après une cherche du sexe, dans le fond, après une quête du sexe. Oui, c'est pas faux. Moi, je le dirais pas exactement comme ça, parce que dans le fond, c'est quand même toujours la recherche de soi-même. Mais disons que le premier tome, c'était l'exploration de la mécanique. Hein, on J'aime découvre, l'expression. on découvre à l'adolescence, à la préadolescence, à l'adolescence, on découvre qu'il y a un outil qui sert pas seulement à faire pipi, il sert aussi à, enfin, je parle pour les garçons là en l'occurrence, qui sert aussi à autre chose. On commence à se dire tiens, oui, effectivement, c'est autre chose, il y a autre chose qui se passe. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment s'en servir là, donc il faut expérimenter la chose, il faut apprendre le mode d'emploi, comprendre comment ça marche. Donc ça, c'était un peu le tome 1, effectivement. Donc, par exemple, le tome 1 était il était très, comment dire, génito-centré. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup, effectivement, puisque on voyait beaucoup de sexe en gros plan, en action, etc., etc. Puisque je rappelle que Extase, c'est un récit d'émancipation autobiographique dans lequel j'ai décidé de raconter comment les choses, de montrer en fait, de raconter et de montrer comment les choses se passent dans la vraie vie. C'est-à-dire, à contrario de la plupart des récits dans lesquels il y a des images au cinéma ou en bande dessinée, dans lesquels on ne nous montre pas comment ça se passe là, dans la vraie vie à un moment précis. En fait, au moment où les personnages arrivent dans la chambre à coucher, à ce moment-là, on passe en mode ellipse ou suggestion. C'est un mystère parce que la sexualité, c'est quand même ce qui nous fonde. Hein. On est tous nés en passant à travers un sexe à la base. C'est quand même une réalité absolue. Nous sommes très, enfin, je veux dire, la sexualité, c'est ce qui nous permet de nous reproduire. C'est vraiment une force, c'est la force de vie. Hein. C'est l'instinct majeur, je dirais. Et c'est aussi l'instinct le plus réprimé, le plus honni, le plus encadré. Voilà, je pense que tout ça fait très très peur. Donc en fait, moi, mon propos, c'est de dire, ben non, en fait, c'est quelque chose de naturel. Donc, pourquoi est-ce qu'on va nous montrer, par exemple, à longueur de films, des gens en train de se faire étriper, fusiller, laminer, écraser, enfin, tout ce qu'on veut, exploser, tout ça, ça on a le droit. Ça, la violence, l'hyperviolence et tout ça, c'est pas un problème. Par contre, la sexualité, qui est la chose la plus naturelle du monde, ça c'est un problème. Il ne faut pas montrer. Ah. Oui, c'est un peu le dernier grand tabou d'une certaine façon, et surtout dans une logique dans laquelle on l'amène, où on est dans une quête du plaisir aussi, du plaisir, le sexe comme plaisir, Je et non pense que pas c'est ça seulement qui, dans sa fonction reproductive non plus. je pense que c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que si on regarde tous les intégristes catholiques, catholiques et autres, d'ailleurs religieux, je voulais dire de tout poil, ce qui leur fait très très peur, c'est le plaisir. Hein. Ça, c'est un vrai problème. On est toujours, doit être dans l'ascèse, dans la flagellation, dans le repentir, dans quelque chose d'extrêmement austère, parce qu'on a très très peur du plaisir, en fait. On a très peur de notre propre plaisir. Les hommes ont très peur du plaisir des femmes, très très peur. C'est complètement effrayant. Je pense qu'en fait, le plaisir, c'est aussi quelque chose qui est, enfin, des gens qui seraient extrêmement épanouis sexuellement et qui seraient beaucoup voilà, dans le plaisir, dans la joie de vivre et dans le plaisir, ce sont des gens qui seraient beaucoup plus difficiles à contrôler. En fait, ces tabous-là qui encadrent la sexualité, ils nous viennent des gouvernants, ils nous viennent du pouvoir, ce sont des tabous d'origine religieuse essentiellement et politique. C'est-à-dire les gens, la religion étant quand même une forme de pouvoir. Hein. Je ne parle pas de la spiritualité là. La religion est un pouvoir.
Et c'est pour ça qu'on est dans la dynamique récit d'émancipation, parce que nécessairement, il y a une relation, il y a une recherche, il y a une quête que, en fait, tu ressens l'envie, parce qu'évidemment, on est dans un récit autobiographique. Donc, Jean-Louis Trippe ressent ce besoin-là, ce désir-là. Et le fait de choisir d'aller là-dedans implique de trouver sa place dans une société où c'est pas accepté, où c'est réprimé et où on a le choix soit de le faire un peu en secret, de mentir, soit d'essayer de trouver une façon de le faire ou de le réprimer. Mais l'option médiane n'est pas facile à mettre en œuvre. Je pense que Jean-Louis Trippe a les mêmes, à la base, les mêmes désirs, la même libido que tout le monde. Le problème, c'est comment comment on deal avec ça. C'est-à-dire que effectivement, moi, j'ai eu la chance, et ça, c'est vraiment une question de chance. Et là, c'est très, très inégalitaire. J'ai eu la chance de vivre dans une famille dans laquelle le sexe n'était pas tabou. C'était pas un tabou majeur parce que ma famille n'était pas du tout religieuse. Donc, c'était absolument pas un tabou majeur. Le corps n'était pas un tabou. Mon père se baladait à poil d'une façon parfaitement naturelle. Enfin, je veux dire, on allait même dans des trucs naturistes quand j'étais enfant. Enfin, c'était vraiment pas un problème. Donc, évidemment que ça, c'est quelque chose qui m'a aidé dans ma... Enfin, qui, en tous les cas, a influencé ma construction, moi, en tant que personne sexuée, on va dire. La construction de moi-même en tant qu'homme sexué, elle a été conditionnée par ça. C'est sûr que les gens qui ont des éducations extrêmement répressives et religieuses, ils ont forcément autre chose avec lequel ils doivent dealer. Moi, j'ai pas eu ça. Il y avait d'autres tabous là chez moi. Hein. C'était pas non plus voilà, mais c'était pas cela. Donc ça, c'est sûr que ça a beaucoup aidé. Oui, ça permet, dans le fond, un contexte où l'exploration est possible, où il y a des portes qui sont peut-être plus facilement ouvrables que dans d'autres contextes familiaux, par exemple. Alors, après, il y a une autre chose aussi qui a joué, c'est le fait que j'ai eu la chance d'avoir mon adolescence. C'est vraiment le moment où je me suis éveillé à la sexualité. C'est-à-dire toute ma vie sexuelle, elle est, plutôt le début de ma vie sexuelle, il est entre, c'est-à-dire en gros tout le tome 1 d'Extase, il se passe entre la fin de la révolution sexuelle des années 60 et l'arrivée du sida. C'est-à-dire entre 60, bon, pour moi, le récit commence à 68. En réalité, ma vie sexuelle, elle commence plutôt, ça dépend de qu'est-ce qu'on considère comme le début de la vie sexuelle, mais disons que l'autosexualité commence vers 12-13 ans, quelque chose comme ça, et la sexualité vraiment avec partenaire, elle commence quand j'ai 16 ans, c'est-à-dire en 1974. Hein, donc, c'est ça, on est encore dans les années 70. Je veux dire, c'est l'époque où en France, je pense à ça parce qu'en là, il y a eu un problème cet été, justement, ce qui est un truc absolument hallucinant pour moi. En France, dans les années 70, sur les plages, toutes les femmes ont les seins nus. C'est-à-dire que les femmes qui n'ont pas de seins nus, c'est une exception. Hein, donc, on est dans cette atmosphère-là, quoi. C'est vraiment pas un problème. Et puis, le sida arrive en 83, le temps qu'on commence à comprendre de quoi il s'agit, etc., ça arrive à 85, 86. Pendant cette période-là, c'est une période de très grande liberté, notamment de liberté sexuelle. Quoi. En tous les cas, en France, c'est très clair. Quoi. Donc, voilà. Moi, c'était l'époque vraiment de ma construction, moi, en tant qu'adulte, jeune adulte, sexué, quoi. Donc, c'était extraordinaire. Ça, évidemment, c'est une chance, c'est sûr. Oui, puis ça explique aussi, dans le fond, quand on met côte à côte le tome 1, le tome 2, il y a beaucoup plus de liberté, de naïveté peut-être aussi dans le premier tome. Et là, subitement, on passe d'un côté de réflexions d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, vers des réflexions d'adultes dans un premier temps, et dans un deuxième temps, des réflexions d'adultes dans un contexte où l'amour libre n'est plus aussi naïf qu'il ne l'était dans les années 70 avec justement, comme vous le disiez, avec le sida. Ça change un peu la dynamique, ça change les préoccupations, ça change la relation avec l'amour. Oui, il y a ça. Il y a ça et il n'y a pas seulement ça aussi. Il y a aussi le fait qu'en arrivant, quand on arrive dans l'âge adulte, proprement dit, quoi, donc à partir de la vingtaine, bon, voilà, disons la vingtaine qui commence à s'avancer un petit peu tranquillement, dans le courant de la vingtaine, on commence à arriver vraiment dans la réalité aussi sociale, c'est-à-dire on n'est plus dans cette espèce de bulle adolescente dans laquelle on est entre adolescents et tout est permis, on devient des adultes. Et devenant des adultes, on est confronté à plein d'autres choses, notamment la réalité
social, économique, avoir un métier, etc., etc. Et la réalité de tout ce qui sont les tabous, enfin, voilà, tout ce qui devient, tout ce qui a été intégré comme tabou sociétaux, on va dire. Hein, voilà. Et là, quand on est dans un couple, même si c'est avec une fille de la même génération qui a eu à peu près le même vécu, etc., il arrive un moment où, OK, on est en couple, et puis là, il faut qu'il y ait comme une espèce d'installation en couple. Et le couple, à cette époque-là, malgré tout, aussi, je pense que ça l'est encore aujourd'hui en grande partie, mais le couple, c'est le couple bourgeois, quoi. Hein, c'est-à-dire, c'est le couple dans lequel on nous a vendu depuis, depuis 200 ans, on va dire, on nous a vendu cette espèce de couple romantique, à la fois bourgeois et romantique. C'est-à-dire, on est censé tomber amoureux d'une personne et être amoureux pendant toute sa vie de la même personne, et jamais regarder une autre personne, parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est comme ça, c'est toujours la même, etc., d'une part. Et d'autre part, avec cette personne-là, se marier, avoir des enfants, etc., faire voilà, la famille bourgeoise. Quoi, voilà. C'est ça qu'on a dans la tête. Et donc, on est conditionné par ça. Et on se rend compte assez vite, et là, je pense que tout le monde se rend compte assez rapidement, que ça ne marche pas. Que dans la réalité de ce que sont nos envies, nos fantasmes, voilà, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que dès que le divorce a commencé à être libéralisé, là aussi dans les années 70, on a pu avoir accès à la fois au divorce, à la séparation, à des formes de couple qui n'incluent pas nécessairement le mariage, quoi, de l'amour un peu plus, voilà, de tous les systèmes de Pax, de machin, enfin pour la France, ou de couples libres, ouverts, où on n'est pas obligé d'aller faire des papiers, etc. Quand cette fluidité-là a été autorisée, eh ben, les gens se sont séparés à qui mieux mieux. Voilà, on se met ensemble et puis au bout de quelques années, on se sépare. Et puis, il n'y a pas beaucoup finalement de couples qui durent toute la vie et qui restent ensemble tout le temps, etc. Et quand ils le font, on peut se poser des questions légitimement sur la réalité de ce qu'a été leur vie de couple. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un loup quelque part? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu des petits accros au contrat, voire des gros accros? Donc, en d'autres termes, moi, ce que j'ai constaté, quand j'ai commencé à être confronté à ça pour moi, et donc en parler avec les autres, c'est qu'il y avait deux possibilités, en gros, enfin, qui étaient appliquées. C'était soit l'hypocrisie, c'est-à-dire on trompe, entre guillemets, son conjoint ou sa conjointe en cachette, on ne le dit pas, parce que sinon ça lui ferait de la peine, donc ce n'est pas la peine de le dire. On fait son coup en douce, et donc on a une maîtresse, on a un amant, on en a plusieurs, etc. Mais tout ça est vraiment sous le tapis. Ou alors, c'est la frustration, c'est-à-dire on se dit non, je ne sais pas bien de tromper, donc je ne vais pas le faire, mais on est frustré. Voilà. Et donc on surinvestit d'autres champs comme, je ne sais pas, la politique, le militantisme, la culture à outrance, etc. On va se noyer dans la littérature, etc., ou dans des activités professionnelles frénétiques, etc. Parce qu'il y a une frustration. Donc, voilà, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais je pense que quand même, tout ce que je viens de dire, c'est quand même, ça couvre une large... C'est les deux extrêmes, mais évidemment, ça montre un spectre où on va s'intégrer à différents lieux à l'intérieur de ça, et où on se dit d'une certaine façon, mais c'est pourquoi on a l'impression d'un côté d'avoir, à la limite, et en rentrant un peu dans ce jeu-là du spectre, mais que ces deux extrêmes-là, et pourquoi pas, dans le fond, ouvrir la discussion de manière plus large à toutes les manières, toutes les itérations, puis à avoir une certaine libération de ce côté-là, dans le fond, sans s'imposer un modèle ou un autre, parce qu'il n'y a pas nécessairement de mauvais choix. C'est ça. Moi, c'est une réflexion que je porte en moi depuis très longtemps, effectivement. Pendant longtemps, j'avais l'impression que j'étais tout seul. Alors, petit à petit, par étapes, je me suis rendu compte que je n'étais pas tout à fait seul, mais surtout aujourd'hui, dans les jeunes générations, c'est un débat qui est très, très actif. Je veux dire, aujourd'hui, notamment au Québec, tous les mouvements polyamoureux, le couple ouvert, etc. Là, maintenant, les choses, on a le sentiment que les choses sont beaucoup plus sur la table, quoi. C'est beaucoup plus honnête. On deal avec un constat que la réalité, ça n'est pas ce qu'on nous a mis dans la tête, à savoir
ce fameux couple idéal, enfin, idéal entre guillemets, hein, monogame, hétérosexuel ad vitam aeternam. Là. Voilà. C'est ni monogame, ni forcément hétérosexuel. Il y a tout un tas comment dire, de nuances entre les deux, etc., etc. Et aujourd'hui, tout ça est en train de enfin, de s'ouvrir. Alors, c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, on vit une époque dans laquelle il y a à la fois cette ouverture-là, avec toutes ces réflexions, cette espèce de bouillonnement sur ce que c'est que le couple, la sexualité, etc., etc., et en même temps, un retour à l'ordre moral extrêmement fort de l'autre côté, quoi. Comme ça, c'est très tendu. Un tiraillement, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ce qui fait, dans le fond, qu'il y a différentes manières de présenter Extase, autant le tome 1 et 2, et celle qui revient souvent dans les sorties médias et derrière laquelle j'ai envie de me rallier et de vous lancer, c'est l'idée que c'est un livre politique. Dans le fond, au bout du compte, c'est une prise de parole, c'est un témoignage pour dire, ben, voici quelque chose qui existe et voici quelque chose qui peut exister dans une logique de consentement, dans une logique d'acceptabilité. Dans le fond, où on n'est pas hors norme, il y a le consentement qui est là, c'est la clé, ça peut se vivre harmonieusement, autant que d'autres choses peuvent se vivre harmonieusement aussi, dans le fond. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, moi, l'histoire de Extase d'un bouquin politique, c'est moi qui ai commencé à le dire et depuis le début. Hein, c'est parce que, en fait, le parti pris que j'ai choisi, le parti pris narratif, qui consiste à montrer les choses telles qu'elles se passent dans la vie. Donc, ne pas faire la fameuse ellipse dont je parlais tout à l'heure, à savoir, quand les personnages sont dans la chambre, on montre la fenêtre avec le rideau qui flotte doucement et la lune dans le ciel, ou la petite culotte sur le tapis avec une paire de chaussures à talons. Bon, ça, c'est le truc classique. Voir une ombre chinoise et tout ça. Bon, moi, je montre les choses comme elles se passent vraiment dans la vie. Et donc, forcément, comme il y a des images, eh bien, quand on ouvre Extase, on a beaucoup de chances, surtout dans le tome 1, de tomber sur une vue de sexe, un plan dans lequel on voit des sexes en gros plan et en action. Et ça, on est tellement conditionnés, nous, que quand on voit une image comme ça, automatiquement, on pense pornographie. Oui. C'est une image pornographique pour nous. C'est comme ça. Moi, le dessinant, je me disais, là, quand même, tu y vas en pleine dedans. Or, en fait, tout mon discours consiste à dire non, c'est pas de la pornographie. Alors, en l'occurrence, c'est pas du tout de la pornographie, puisque la pornographie, ce sont des images qui sont faites pour nous exciter, donc ça bypass notre intelligence, ça va directement à notre cerveau reptilien, hein, c'est ça, ça provoque une excitation. Et donc, en général, ce sont des choses qui n'ont même pas besoin de contexte. Avant, on disait, quand il y a un contexte, quand on raconte une histoire, c'est de l'érotisme. On suggère et il y a un contexte. Bon, moi, je pense qu'effectivement, l'érotisme, c'est plus quand il y a un contexte. Mais là, en l'occurrence, la manière dont moi, j'utilise ces images, c'est clairement politique. Le corps est politique. Il y a une manière de parler du corps qui est extrêmement politique. Je vais prendre un exemple. Toutes les luttes d'émancipation sont passées par une réappropriation du corps. Les esclaves, ils ont récupéré leur corps qui ne leur appartenait pas à la fin de l'esclavage. Les travailleurs, dans les luttes sociales, ils ont demandé à ce que leur corps, l'usage de leur corps, soit justement rémunéré et avoir du temps de repos, etc., etc. Les luttes sociales, c'est ça. Les luttes d'émancipation féminine, alors n'en parlons pas, ça commence par la contraception, donc la maîtrise de sa propre fécondité, l'avortement qui vient avec, et maintenant toutes les luttes qui dans la suite de MeToo, c'est ça, c'est mon corps m'appartient et personne n'a le droit de l'utiliser contre ma volonté. Donc le consentement, l'absence de sexualisation du corps. Aujourd'hui, il y a ce grand débat là en France notamment, parce que il y a eu des incidents comme ça où on a interdit à des jeunes filles dans des collèges de rentrer parce que soi-disant elles avaient une jupe trop courte ou ceci ou cela, bon, etc., etc. Donc c'est une sexualisation à outrance du corps. Ça, c'est un truc qui vient des hommes, qui vient du patriarcat. Hein, de sexualiser le corps des femmes comme ça. Donc voilà, les femmes ont compris d'ailleurs depuis longtemps cette histoire-là. C'est les hommes qui ont du mal à comprendre, mais les femmes ont compris depuis longtemps cette histoire-là. Les fémènes, par exemple, les fémènes, c'est féministes qui manifestent nues en écrivant des slogans sur leur poitrine. Oui. Bon,
Avant, elles manifestaient habillées. Personne ne les écoutait. Elles se sont foutues à poil et là, tout d'un coup, elles ont eu de l'attention. Donc, c'est vraiment une manière de lutte de politique, d'utiliser son corps pour avoir de l'attention, pour pouvoir lutter. C'est comme cette jeune femme aux États-Unis qui s'est mise à danser nue devant la police là, pendant les manifestations sur Black Lives Matter et qui a réussi à faire reculer un bataillon entier de policiers juste en étant nus devant eux. Bon, voilà, donc c'est évident que le corps est un instrument de lutte politique. Donc moi, c'est ça que je fais. Et dans le contexte d'Extase, justement, ce que vous mentionniez au niveau du récit pornographique, par exemple. Donc, évidemment, on veut éviter de tomber là-dedans. Donc, on le fait, vous l'avez dit, en montrant de manière réaliste la sexualité dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai l'impression aussi que le fait de dire, ben, c'est mon histoire, c'est mon récit, je parle au jeu, je me positionne par rapport à ce récit-là, ça aussi, ça nous amène à, en fait, d'une certaine façon, instrumentaliser aussi le corps dans le contexte de ce message-là que vous voulez lancer. Et ça devenait nécessaire, j'imagine, et c'est une réflexion que vous avez dû avoir, de dire, ben, j'ai besoin que ça soit de moi. Je peux pas me créer un avatar, je peux pas dire c'est Louis qui vit ses aventures. Il faut que ce soit Jean-Louis Tripp, il faut que ça soit clair que c'est moi, auteur, qui me met en scène, moi, humain. Bien sûr. C'est la première question que je me suis posée. La première question que je me suis posée quand je raconte dans l'avertissement au lecteur du tome 1, comment j'ai décidé de faire Extase, là, à ce moment-là. C'est-à-dire en 2014, de commencer Extase. Je venais de finir Magasin Général, enfin, on était en train de finir Magasin Général, Régis Soisel et moi, et donc je me suis retrouvé dans un restaurant à Montréal, dans un restaurant à Montréal, avec Régis et avec Benoît Mouchard, qui est le directeur éditorial de Casterman. Et les deux m'ont convaincu pendant ce repas-là qu'il fallait que je fasse Extase. Il savait vaguement, Régis connaissait un peu mes histoires, c'était un de mes confidents, donc lui, il n'arrêtait pas de me dire depuis des années, il faut que tu racontes ça, il faut que tu racontes ça. Mais je n'étais pas sûr d'avoir envie de le faire tout de suite. Et donc ils m'ont convaincu que d'un point de vue éditorial, c'était bien après Magasin Général que je fasse un truc assez affirmé, on va dire. Et donc, j'ai sorti de ce resto en me disant, OK, c'est ça que je vais faire. Et la première question que je me suis posée, c'est ça, c'est comment est-ce que je raconte ce récit? Comment est-ce que je raconte ça? Et je me suis dit, c'était évident qu'il fallait que ce soit autobio. Pour les raisons que vous venez de dire. C'est-à-dire que effectivement, c'est mon corps que je mets en avant. Et si j'avais fait la même histoire en racontant avec un avatar, comme Michel Rabagliati, par exemple, avec Paul, ben, dans ce type de récit-là, ça aurait évidemment pas eu le même impact, parce que ça aurait laissé toujours la place au doute sur le fait que c'est vrai ou pas. Or, ce qui est super important dans mon récit, c'est que je dis que tout ce que je raconte est vrai. Tout ce que je raconte est vrai. Absolument. Et c'est un engagement formel que j'ai pris avec moi-même et avec le lecteur de ne pas raconter de fantasmes. Je ne raconte que la réalité des choses. Et deux éléments, en fait, parce que j'imagine que d'un côté, on choisit quand même de modifier, les femmes que vous fréquentez, donc c'est pas exactement le même physique, c'est pas exactement le même nom, mais ça, on préserve, on n'a pas besoin de les impliquer là-dedans, c'est vous qui êtes impliqués. Bien sûr. Exact. Ce qui est important, c'est moi. Moi, je suis moi, effectivement. Les autres, évidemment. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début, vous avez cité des dates en me disant ça se passe de telle période, de telle année à telle année. Moi, je n'en parle pas de ça. Hein. Moi, je ne donne pas de date. Ça, c'est vous qui avez calculé. Mais moi, je ne donne pas de date. Il n'y a pas de lieu précis. Il n'y a pas de. Voilà, c'est des zones comme ça. Et surtout, j'ai changé complètement les physiques et les noms de tous les protagonistes qui ne sont pas moi, à l'exception de mes parents et de mes frères. Mais autrement, tous les autres sont changés. Tous ceux avec lesquels j'ai des interactions sexuelles sont changés et sont au courant, surtout. Oui, parce que j'imagine qu'il y a une démarche un peu dans ce logique-là. On a décidé une partie, j'imagine que ça s'est fait au premier tome, mais une partie des choses, puis après ça, OK, on en parle aux enfants, on en parle à la famille. Oui. Voici, je vais faire ça, c'est une prise de position. Évidemment. Je me mets à nu et je vais le faire sans censure, parce que j'imagine qu'il y a eu le réflexe aussi de dire, OK, je peux pas raconter ça, ou je veux pas raconter ça. Ou... je peux vous dire qu'il y a des moments où j'étais en train de me dire que j'allais raconter telle scène ou telle scène. Je me disais, putain, quand même,
tu vas fort, quoi, tu vois. J'avais une petite hésitation quand même, mais bon, je l'ai fait. Et ce qui est quand même incroyable, c'est de voir à quel point le retour est je ne sais pas comment dire, enfin, je veux dire, moi j'étais, c'est très curieux, par exemple, par rapport à Magasin Général, parce que, évidemment, Magasin Général, c'est un très gros succès de librairie. Donc, on était habitué à voir beaucoup de monde dans les dédicaces, etc., etc. Et beaucoup de gens qui ont développé quelque chose de très affectif avec les personnages de Magasin Général qui étaient. On a eu des gens en pleurs quand c'était le dernier tome parce que voilà, et ils avaient l'impression de perdre leur famille et leurs amis, etc., etc. Bon. Donc, j'étais habitué à quelque chose comme ça. En revanche, pour Extase, je reçois quasiment tous les jours, depuis plusieurs années maintenant, pratiquement tous les jours, je reçois un message privé via Messenger, via Facebook, etc., etc. Je reçois un message de témoignage de quelqu'un qui a lu Extase et qui a besoin d'en parler avec moi, quoi. Donc ça, c'est absolument incroyable. C'est vraiment, j'ai reçu, j'ai reçu une dose de, comment dire, je sais pas comment dire ça, mais si vous voulez, quand on fait, je pense que quand on fait un métier artistique, en tous les cas, moi je vais parler pour moi, mais je sais qu'il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre du besoin de reconnaissance, voilà, d'une manière d'exister, d'avoir besoin de dire au monde, voilà, j'existe, etc., etc. Donc on a besoin de recevoir de l'amour en retour. Et là, avec Exa, c'est absolument phénoménal, quoi. C'est la dose parce que les gens me remercient. En fait, les gens me remercient de leur avoir permis de faire émerger en eux quelque chose qui était là, mais qu'ils n'arrivaient pas à faire émerger. C'est-à-dire qu'en fait, Extase, pour beaucoup de gens, ça les autorise à penser ce qu'ils pensent, à avoir les envies qu'ils ont, ça les valide là-dedans. Et ça, c'est précieux. Et ça autorise la parole aussi. Oui, puis j'ai l'impression, en fait, on parlait de sincérité. Vous avez mentionné, on n'est pas dans le fantasme, mais d'un autre côté, on réussit aussi à aller chercher dans la manière dont vous amenez les éléments, aller chercher l'émotion relative à la sexualité, relative au plaisir. Parce que, justement, on sort un peu, on élargit peut-être un peu le spectre de ce qu'on représente habituellement relativement à la sexualité masculine, qui a aussi de l'émotion, qui a aussi et qu'on a peut-être tendance à les oublier. Et de réussir justement à trouver des façons de les rendre par le visuel, par des expressions, par les environnements graphiques qu'on propose, par des moments qui sont fantasmés, mais qui nous ramènent justement aussi à cette relation émotive qu'on peut avoir avec ça. Alors, dans les témoignages dont je parlais, là, que je reçois, et puis dans ce que je vois aussi dans les séances de signature ou les rencontres diverses que je peux faire avec des lecteurs, je pense que un bon 60% des lecteurs de Extase sont des lectrices, en fait. Et ce qui est une des choses que j'entends souvent, c'est que pour les femmes, c'est une forme ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est une forme de découverte parce que, en fait, elles ont très peu l'occasion. Les hommes ne parlent pas, en fait. Les hommes, en fait, moi, c'est ce que j'entends, hein. Les hommes parlent peu de leur intimité. Ils parlent de leur sexualité éventuellement, sur un mode peut-être un petit peu de la plaisanterie ou de la vantardise ou de l'exploit ou de la performance ou de ceci ou de cela, voilà, sur une espèce de mode un peu paillard comme ça, mais de l'intimité, des émotions, etc., etc., très peu. Or, les hommes sont humains, donc c'est pas des bourrins, et donc nous sommes des êtres humains comme les autres, et donc on a des émotions, on se pose des questions, etc., etc. Voilà. Et donc ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui est réservé aux femmes. C'est absurde, hein, ça aussi, ça fait partie des conditionnements de notre société, hein. Les hommes doivent être solides, déterminés, dans l'action, ils pleurent pas, ils n'ont pas d'émotion, et c'est comme ça qu'ils dirigent le monde. Voilà. Bon. Alors que les femmes, elles sont là, toujours en train de se poser des questions et tout ça, enfin, bon, d'être dans leurs émotions. Enfin, bon, bref, c'est de s'occuper de la famille, du coup, voilà, et des enfants. Bon, donc là, on est dans des stéréotypes complètement absurdes pour moi, parce que la réalité des choses, c'est pas ça. Et donc, le fait de raconter effectivement dans Extase
du point de vue masculin, ce que c'est que toutes les questions qu'on peut se poser, etc., ben visiblement, ça donne une information aux femmes dont souvent elles sont privées. Ben moi, c'est ce que j'entends. Donc voilà, effectivement, il y a ça, et puis il y a aussi les couples qui me témoignent que ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans qu'ils sont ensemble, en couple. Puis là, tout d'un coup, ils lisent Extase, tous les deux. Et là, ils se mettent à parler de choses dont ils n'ont jamais parlé en 15 ou 20 ans. Ça ouvre la parole. Et chacun des deux avait envie de parler de ce genre de trucs. Personne n'osait. Et là, tout d'un coup, voilà, ça ouvre un espace de parole, de débat, etc. Exactement. En fait, à vous voir prendre la parole sur un sujet qui n'est pas facile, à vous voir vous impliquer dans ce sujet-là, qui n'est pas facile à cause justement du contexte social, ça amène à baisser les barrières, ça amène à normaliser peut-être aussi la discussion autour de ces thématiques-là. Qui n'est pas facile, ça dépend. Enfin, pour moi, ça a été. Moi, je dis toujours, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Ça, on m'a beaucoup dit, ou plutôt une réflexion qu'on m'a beaucoup faite en disant, waouh, c'est courageux d'avoir parlé de ça. Ben, moi, je dis non. En fait, pour moi, Extase, c'est probablement le livre le plus facile. Enfin, les deux tomes là, c'est probablement les deux livres les plus faciles que j'ai eu à faire. Ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. C'est relativement simple en fait. C'est que à partir du moment où quelque chose est assumé, c'est pas trop compliqué d'en parler. Je veux dire, si j'avais fait un bouquin pour parler de ma passion pour la cuisine ou pour l'opéra ou pour le tricot, personne me dirait waouh, c'est super courageux. Bon. Effectivement. En fait, on ne me pose cette question que parce que ça parle de sexe. Et ça parle pas de moi, ça parle de la personne qui pose la question. D'ailleurs, d'une manière générale, les réactions qu'ont les lecteurs d'Extase par rapport au livre ne parlent pas de moi. C'est juste un miroir. Elles parlent d'eux. Elles parlent de leurs propres questions, de leurs propres angoisses, de leur propre enthousiasme, de leur propre… que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Aussi bien pour ceux qui sont hyper enthousiastes que pour ceux qui trouvent que c'est dégueulasse. Oui, c'est vrai qu'on se positionne nécessairement en lisant, on se positionne par rapport à vos expériences, par rapport à nos expériences, à notre réalité. Vos expériences, bien exact. sûr. Oui, forcément. Et c'est d'ailleurs aussi une chose qui explique quelque chose qui me chagrine un peu, mais que j'ai beaucoup aussi, que j'ai constaté, hein, c'est que, donc je disais qu'il y a plus de lectrices que de lecteurs, et surtout au niveau de la parole, c'est beaucoup plus de femmes qui viennent m'en parler que d'hommes. Et ce que j'ai entendu, moi, par rebond, parce que ce n'est pas eux qui viennent me le dire, c'est que le problème, c'est que beaucoup d'hommes se mettent automatiquement en compétition, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se comparer, hein, vraiment de se comparer. Et c'est pas du tout pour ça que j'ai fait ce livre-là. Moi, j'ai aucune, je tiens à le dire. Enfin, je veux dire, j'ai pas le sentiment que j'ai le sentiment que j'ai eu de la chance, comme je le disais, de vivre à une époque avec une famille, un contexte qui m'a permis peut-être d'avoir un certain parcours. Mais de même que je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir devenir auteur de bande dessinée aussi, et un peu pour les mêmes raisons d'ailleurs. Donc moi, je prends ça avec beaucoup de gratitude, mais j'ai aucune prétention dans ce domaine-là, ni à être didactique, ni à être prescriptif, ni à être quoi que ce soit. Je ne dis pas, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Et une vie sexuelle ne peut être épanouie que si elle est comme ça. C'est pas vrai, ça, du tout. Je pense qu'il y a autant de vie sexuelle qu'il y a de personnes. Il y a des gens qui ont moins d'intérêt pour le sexe, et s'ils sont heureux avec ça, il n'y a aucun problème, à partir du moment où ce n'est pas une frustration. Oui, bien en fait, puis on revient un peu, j'imagine, à l'idée d'honnêteté qu'il y a derrière ça, parce que personnellement, j'aurais pas tendance à dire en lisant Extase, mon Dieu, vous voulez vous vanter de conquête et le reste, puis même au contraire, je veux dire, on y va, puis les moments où je vous ressentais comme étant le plus à nu n'étaient pas les moments où vous étiez à nu littéralement, mais plutôt figurativement. Toute la passe dans le deuxième tome où il y a une dépression, des idées noires. On vous semble plus à vif dans ce moment-là que dans d'autres moments où donc ça contribue aussi, j'imagine, à la sincérité. Je veux dire, on y va jusqu'au bout dans le parcours et dans le fond du creux de vague que vous avez eu, vous nous le présentez et vous trouvez une façon de le mettre en scène pour qu'on puisse le ressentir aussi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, moi, encore une fois, dans n'importe quel niveau qu'on se place de Extase, je ne suis pas en train de dire
de me donner comme exemple, enfin comme exemple, vous voyez, comme exemple à suivre. Je dis voilà, pour moi ça a été ça. Ben après, déterminez-vous par rapport à ça. Voilà. Moi, les gens qui pourraient être envieux de certains aspects, ben, peut-être qu'ils devraient regarder les autres et se dire que finalement, ils n'avaient peut-être pas eu envie non plus de se taper les dépressions et les envies de suicide que j'ai pu avoir à certains moments. Donc voilà, c'est pour mettre toutes les choses en perspective. Hein. Voilà. Et j'imagine que aussi, ben, côté structure d'album, il y a des moments justement, le cœur un peu ou le centre du tome 2 est beaucoup axé sur ces moments-là où on sent que vous êtes perdu dans cette quête-là. Donc, ça vous amène aussi côté visuel, côté graphique, à vous éclater, à trouver des métaphores, à trouver des manières de raconter l'effet qu'une rupture va avoir sur votre copine de l'époque, sur votre conjointe, va avoir sur vous aussi. Bon, à un moment donné aussi, il y a une scène quand même assez frappante où vous imaginez un peu comme un bisounours, on a mis les choses sur la table, on essaie de vivre l'amour libre à tout le moins de votre côté. Finalement, on se rend compte que dans le contexte de cette relation-là, ça marche pas. On doit aller vers une rupture concrète et là, on voit encore en costume de mascotte et c'est un peu le coup de poignard figuratif à votre conjointe. C'est des images qui sont dures. La segment sur les idées noires, les idées suicidaires, c'est des images qui sont dures aussi. D'un point de vue visuel, ça doit être à la fois difficile et extrêmement stimulant aussi de trouver des manières de mettre ça en scène et de nous le partager. Ben, c'est intéressant parce que quand je dis que ça a été les bouquins les plus faciles que j'ai eu à faire, ça vient aussi du fait que, bon, non seulement je connais l'histoire, en fait, je n'ai pas eu d'angoisse, si vous voulez, de scénariste avec Extase. L'angoisse de scénariste, c'est de se dire, je suis en train d'inventer une histoire, est-ce que la scène que je suis en train d'inventer, elle fonctionne, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que je pourrais l'écrire mieux autrement, est-ce que ce serait plus efficace, si je racontais l'histoire autrement, etc., etc. Là, la question ne se pose pas, c'est mon histoire, je l'ai vécue comme ça, donc je la raconte telle qu'elle est. Donc le problème n'est pas là, le problème c'est comment je la raconte. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, comment je la raconte, ça a été la première question qui s'est posée. Donc, déjà, j'ai répondu en disant je la raconte à la première personne. Ça, c'est une première chose. Et puis, je me rappelle d'une discussion avec Régis Loisel, où je lui disais, mais putain, quand même, comment je vais faire pour raconter ce truc-là, tu vois, comment graphiquement, tu vois, comment, c'est pas évident. Et Régis a eu cette réponse, il m'a dit, raconte-le-moi comme quand tu m'en parles à moi, comme quand tu m'en parles. Quand le lundi, tu arrives à l'atelier, puis je te dis alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, et puis que je lui raconte mon week-end. Et moi, on est en train de se parler, là, vous me voyez, je suis un gars du Sud, je suis un Méditerranéen, je suis exubérant, je parle avec je fais beaucoup de gestes, voilà, je bouge, je suis plutôt chaleureux, plutôt bavard, etc., etc. Et donc, j'ai essayé de transposer ça, ce style-là, entre guillemets, naturel, dans mon écriture graphique. C'est-à-dire comment est-ce que… Et donc, en fait, je ne me suis rien interdit. Il y a zéro censure d'un point de vue narratif. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie, quand même, parce que moi, j'ai toujours été plutôt rigoureux dans la narration précédemment. C'est la première fois de ma vie que je m'autorisais à changer de registre graphique en plein milieu d'une page, à passer d'une page avec, je sais pas, 6 cases, à tout d'un coup, une double page complètement éclatée. Donc, j'ai eu recours à tous les trucs. Je me suis allé piquer des trucs dans le manga, dans tous les registres. J'ai pas hésité à emprunter des cases d'autres auteurs pour montrer comment, à cette époque-là, j'étais, je sais pas, dans ma vie ou dans mon travail influencé par tel ou tel autre, etc. etc. Donc, il y a des cases de Gottlieb, il y a des cases de Moebius, il y a les seuls que j'ai pas pu piquer, c'est Astérix et Tintin. Il a fallu que je les redessine. Mais les autres, voilà, j'ai refait des références à Olivier Rambo. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça où je vais piquer dans tous les sens. Et en plus, cette grande liberté-là était servie par le fait que j'ai travaillé sans scénario. C'est-à-dire que Extase est une histoire qui est racontée au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'avais au mieux un storyboard que je faisais le matin soit pour le jour même, soit pour 3-4 jours, pour une séquence. Et donc, c'est des trucs vraiment extrêmement simples. Hein. Je sais pas des trucs que
Donc ça, on y va avec quelque chose vraiment un peu comme un peu une ligne du temps, comme Ouais, c'est des ça, points de c'est vraiment forme en des disant, trucs ben, où OK, c'est ça, ça, ça. Puis... j'ai écrit, je montre évidemment à la radio, ça ne donnera pas grand-chose, mais voilà, c'est juste un truc avec 3 cases, 3 trucs écrits, les dialogues un petit peu, et puis voilà, quoi. Et après de me poser la question de comment est-ce que je fais, quelle image je trouve pour exprimer le mieux possible cette émotion-là. Et Quel que est-ce soit qu'il le faut se registre. remettre un peu dans l'état émotionnel de l'époque ou essayer de Oui. se remémorer, de méditer, je sais pas, de trouver des façons pour rendre un peu ça? Mais ça a été un bénéfice, enfin, ça a été un bénéfice secondaire parce que je ne m'attendais pas à ça, mais ça a été extraordinaire. Parce que quand j'ai raconté, notamment dans le tome 1, je raconte ma première histoire d'amour. J'avais 16 ans, j'en ai 62. Donc autant vous dire que c'est quand même assez ancien. Et donc moi, j'en ai vécu plein d'autres après, des grandes histoires d'amour. Et donc, j'avais cette espèce d'impression comme ça que l'image était un peu jaunie, quoi, hein, que c'était, ouais, voilà, qu'il y avait d'autres choses qui étaient arrivées depuis, qui étaient plus fortes, etc., etc. Et quand j'ai fait Extase, je me suis replongé dans les émotions de l'époque. Et je peux vous dire que je me suis rendu compte qu'en fait, cette histoire d'amour a été forte à l'époque. Parce que là, j'ai revécu des émotions. J'ai revécu des émotions très, très fortes en racontant ce truc-là. C'était incroyable, quoi. C'était étonnant. Je n'avais pas prévu ça. Mais ça a été formidable. Oui, puis Et là, j'imagine en fait d'être ouvert un peu à ces réinterprétations-là ou à une redécouverte de ces moments-là. Le fait d'avancer sans un scénario hyper précis permet aussi de se laisser influencer par ça, de se dire, OK, j'avais pas pensé que ça serait aussi fort, ben peut-être que l'importance que je lui accorde dans le récit ne sera pas nécessairement la même parce que justement, finalement, je me rends compte que ça a eu un impact qui était peut-être plus profond. Donc, il faut que je le développe un peu plus. absolument. Vous n'avez que des réflexions très judicieuses, hein, mon cher. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, heureusement que j'avais pas de scénario écrit à l'avance, parce qu'il y a des choses que j'avais absolument pas prévu de raconter et qui ont été très importantes dans Extase, aussi bien dans le tome 1 que dans le tome 2. Et inversement, il y avait des choses que j'avais écrites, parce que j'avais quand même écrit une espèce de fil de mémoire, comme ça, que j'ai très peu regardé, mais bon, quand Il même. faut faire l'exercice. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a des choses que j'avais écrites et que j'ai absolument pas racontées parce qu'il s'avérait que finalement, c'était pas très important dans le récit. C'était anecdotique, ça n'avait pas un grand intérêt, donc je les ai finalement pas racontées. Et puis, il y a des choses, je vous dis, que j'avais pas du tout prévu de raconter parce que c'était pas dans le fil du récit pour moi au départ. Mais je vais prendre un exemple tout bête, mais la naissance de mes enfants, pour moi, dans mon récit sur ma vie sexuelle, je n'avais pas prévu de parler de la naissance de mes enfants. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas ne pas en parler. Parce que l'influence que ça avait eu, l'impact que ça avait eu dans ma vie, les circonstances dans lesquelles c'était arrivé, etc., avaient une importance sur le reste. Et donc, du coup, ben, je l'ai raconté. Voilà, il y a d'autres choses comme ça qui sont arrivées. C'est-à-dire, à un moment donné, de partir d'un point précis que je raconte dans l'histoire et d'élargir ça sur quelque chose, sur un problème ou sur un thème plus large. Je parle, par exemple, à un moment donné, du sang des règles. Dans n'importe quelle vie sexuelle, on est confronté à ça à un moment ou à un autre. Et moi, ce que j'entends avec effarement, c'est que beaucoup de femmes sont habituées à ce que les hommes soient, enfin, que beaucoup d'hommes, en tous les cas, soient dégoûtés par ça, qu'ils ne veulent rien savoir de ça en cette période, au point que souvent, elles ont intégré une espèce de truc de « Ah non, non, là, je ne peux pas en ce moment, j'ai mes règles, j'ai un peu honte, etc. etc. » Bon, voilà. Bon. Donc, je parle de ça à un moment donné. Moi, ça ne m'a jamais posé de Oui, problème. puis Donc, dans une séquence qui est un peu, qui est très, très drôle aussi au bout du compte, finalement, de la manière dont on amène un peu la chose. tout à fait. Donc voilà, je raconte ça à partir d'une anecdote, d'une histoire vraie qui s'est produite, et j'en profite pour élargir le sujet justement sur ça, sur le. Oui, puis Voilà. finalement, on se donne l'impression pratiquement que ça devient un gag avec une chute un peu ou la sortie de l'hôtel après l'épanchement. Absolument. Ouais. Ouais, Et c'est dans une le tome 2, séquence que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire celle-là, et puis c'est une séquence qui a marqué. Hein. Il y a beaucoup de. En tout cas, moi j'ai plein de femmes qui me remercient d'avoir écrit cette séquence-là parce que je pense que ça les a. oui, ben c'est comme un tabou dans le tabou, je veux dire. Exactement.
Ouais. Et puisqu'on parle en fait de séquences aussi, je pense qu'on peut pas parler d'Extase du tome 2 à tout le moins sans mentionner la séquence finale parce que j'ai l'impression qu'on est dans un récit d'un récit. Dans le fond, la séquence finale, c'est votre découverte des clubs échangistes. Vous y allez avec votre copine du moment, vous Service. découvrez cet univers-là. Mhm. Et on est vraiment dans un autre récit, dans un autre style visuel, dans un autre rythme, dans une autre architecture de cases Mhm. et dans une autre ambiance avec une fascination, un bonheur, un plaisir. Il y a quelque chose de très particulier qui ressort de ce moment-là Alors, aussi. pour le coup, là, précisément pour cette séquence-là, j'avais un but très, très précis. On a dit tout à l'heure que Extase, ce n'était pas du tout un livre pornographique ni érotique, etc., etc. Mais dans cette séquence-là, je souhaitais qu'il y ait une dimension érotique pour une raison très précise, c'est que la plupart des représentations que j'ai vues d'ambiance libertine, échangiste, on appelle ça comme on veut, j'aime aucun de ces mots-là d'ailleurs, mais enfin bon, bref, qui se passe dans des clubs ou dans des soirées, etc., privées, la plupart des représentations que j'ai vues de ça, au cinéma ou en bande dessinée, sont archi fausses. C'est-à-dire que je pense que les gens qui racontent de ça ne connaissent pas. Ils ne sont jamais allés, c'est pas possible autrement, parce que ça ne correspond pas à la réalité des choses. Moi, je peux vous dire que ça fait maintenant 25 ans que je fréquente ces milieux-là et ces endroits-là, et c'est pas comme ça. Et ce que je voulais, c'était montrer précisément, avec les yeux du novice, de celui qui y va la première fois, ce que c'est. L'impression que j'avais eue, moi, la première fois que j'étais rentré dans un club, euh, l'impression que ça m'avait fait, comment je me sentais tout intimidé, un petit peu comme ça, alors que j'avais quand même 37 ans, hein, j'étais pas un poulet de l'année déjà. Mais bon, voilà, c'était un univers que je maîtrisais absolument pas, alors qu'il y avait ce mélange de trucs un peu sulfureux, inquiétants et excitants à la fois, et je voulais rendre cette impression-là. Et donc, en fait, j'ai eu recours à un procédé comme je disais, je me suis rien refusé dans l'utilisation de tous les procédés possibles et imaginables. Et donc, à partir du moment où on rentre dans l'action, entre guillemets, c'est-à-dire on rentre sur la piste de danse, comme ça, là, au milieu des autres personnes, à partir de ce moment-là, j'ai traité tout en double case à bord perdu, c'est-à-dire il n'y a aucun espace blanc, parce que ce que je voulais, c'était amener le lecteur avec moi dans l'intimité, comme ça, dans la moiteur, au milieu des chairs, au milieu des autres personnes, comme ça, avec à la fois cette espèce d'ambiance un peu de pénombre et en même temps de chaleur, qu'on ressente la chaleur des autres, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et donc, il y a très peu de texte. Et par contre, c'est une grande place aux images, double page à chaque fois, comme ça, avec des plans assez serrés, etc., etc. Donc voilà, ça c'était. Et là, évidemment, je souhaite qu'il y ait de la sensualité qui se dégage de ça, qu'il y ait de l'érotisme, que ça donne envie. Voilà. Oui, ben c'est nécessaire de toute façon pour comprendre parce que dans l'histoire, on a raconté un peu l'idée de quête de recherche, un peu l'aboutissement où vous trouvez votre tribu, où vous trouvez Oui. un peu un endroit où vous vous sentez bien, Alors, vous vous sentez libre. Donc, il faut comprendre et percevoir pourquoi vous ressentez ce sentiment-là. exactement. Alors, c'est pas l'aboutissement dans la mesure où la fin du tome 1, c'est cette espèce d'orgie romaine complètement Oui. improvisée entre amis dans les années, au tout début des années 80, qui arrive, on ne sait pas trop comment, là, rien n'était calculé. Et donc, voilà, ça arrive comme ça. Et là, pour moi, ça a été un choc incroyable, parce que là, je me suis dit, oh là là, mais ça m'intéresse beaucoup, là. Ce qui s'est passé ce soir-là m'intéresse beaucoup. Et après, j'ai mis quasiment 20 ans à le retrouver. Mhm. Parce que la vie faisait que ça ne voulait pas, quoi. Et donc, quand j'ai compris que en fait, ça pouvait ne pas arriver par hasard, mais qu'il y avait des endroits où on pouvait aller pour ce genre de choses, ça a été un gros déclic de nouveau. Parce que moi, j'ai vraiment découvert ça ce jour-là, complètement. Et là, en fait, ça ouvre au tome 3, le tome 3 irait jusqu'à l'été dernier, oui, jusqu'à l'été, pas l'été 2020 aussi, l'été 2019, on va dire. Et c'est-à-dire, en fait, à la fin de ma relation avec Aude Mermillot, là, je peux citer son nom, puisqu'elle est autrice, elle assume qu'elle sera dans le tome 3 et elle va faire elle-même un bouquin dans lequel elle racontera le contre-champ de cette histoire-là. Donc voilà. Alors, donc ce tome 3 irait jusque-là. Et là, en fait, à partir de cette séquence de la fin du tome 2, moi, dans ma vraie vie,
toujours par rapport à cette histoire de choix entre la frustration ou la tromperie, je choisis une troisième voie qui est de dire peut-être qu'on peut avoir accès à d'autres personnes, d'autres partenaires sexuels que son compagnon ou sa compagne officielle, estampillée, couple, voilà, mais en y allant ensemble. C'est-à-dire, c'est la voie, en fait, de ce qu'on appelle l'échangisme, hein, voilà, ou le mélangisme, en fait, peu importe. Parce qu'en gros, pour moi, il y a trois voies possibles en dehors du couple fermé. Il y a soit le couple ouvert, donc chacun est autorisé à faire des choses, mais on sait plus ou moins, suivant les règles qu'on a, on est au courant ou pas, mais enfin, on sait que chacun peut vivre des choses à l'extérieur du couple de son côté. Il y a le polyamour, où là, il y a plusieurs histoires d'amour en même temps, mais qui sont toutes sur la table, toutes claires, et on sait, etc., etc. Et puis, il y a le libertinage, où c'est un couple central qui va vivre des expériences avec d'autres personnes, mais en restant en tant que couple. Bon, moi, c'était ma voie, et à ce moment-là, j'ai choisi, à partir du début du tome 3, donc ça sera le cas, d'annoncer ça tout de suite. Si je tombe amoureux, si je rencontre quelqu'un, que je sens qu'il y a une histoire qui va se développer, de le dire tout de suite. Comme ça, c'est clair, dès le début, on sait qu'il y a ça. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, là, parce que là, tout d'un coup, c'était indiqué. Donc après, si ça, c'est pas possible, c'est pas possible. On le sait dès le début, quoi. On y va pas, en connaissance de cause. Là, voilà. Donc après, le tome 3, ça va être comment, à partir de là, on peut aller explorer le vaste monde, mais à deux, avec d'autres personnes. Voilà. Et en terminant, Jean-Louis Tripp, est-ce qu'on a l'impression, peut-être j'imagine ça relève plus du premier tome d'Extase, mais du moment où on décide de raconter ça, est-ce que ça a été un moment aussi peut-être un peu transformateur pour vous de dire, bon, OK, je me raconte, je prends cette position-là, je mets ça sur la table. J'imagine qu'après avoir écrit, après avoir passé 4 ans à date à se raconter dans cette perspective-là et avec cet objectif-là, ça doit être transformateur aussi comme auteur, comme individu. Ça, c'est évident que, en fait, je savais un petit peu, mais je m'en doutais, mais peut-être même pas à ce point. Mais le fait d'avoir fait Extase, ça m'oblige. Ça m'oblige. C'est-à-dire que, en fait, je ne peux pas, après avoir mis tout ça sur la table en public, je ne peux pas me permettre de ne pas être à la hauteur. Et je ne parle pas de sexualité là, mais en tant que personne, de ne pas être à la hauteur de ce que je prône. Donc en termes d'honnêteté, de transparence, de limpidité, de parole, etc., etc. Voilà. Donc en fait, moi, ça m'oblige par exemple à parler de sexualité d'une façon complètement tranquille, sans être gêné en quoi que ce soit. Et j'en ai tellement parlé depuis 4 ans, parce qu'en fait, tout le monde me parle de ça maintenant. Il faut quand même comprendre un truc, c'est qu'on ne me parle plus que de ça. Je suis, tiens, on a envie de parler de cul, allez, on va en parler à Jean-Louis Tripp, évidemment. On aurait pu avoir des excuses aussi avec Magasin Général, qui est aussi un peu une histoire d'émancipation. Ah, mais complètement. Donc, moi, je fais le parallèle, hein, je dis c'est la même histoire. C'est juste que ça se passe pas à la même époque, pas dans les mêmes circonstances et que c'est pas montré de la même façon. Mais l'histoire de Marie dans Magasin Général, c'est une grosse histoire d'émancipation, effectivement, évidemment. Donc, on aurait pu vous en parler avant, mais c'est clair que depuis 2017, ça devient un peu l'incontournable. Et donc, il faut être à la hauteur de ça. Il faut non seulement l'avoir assumé, être prêt à s'en faire le porte-parole aussi, de manière officieuse. On s'y attendait pas nécessairement avant de se lancer, j'imagine, ou à un moment donné… Non, pas à ce point. Non, je ne m'attendais pas à ce point. Mais là, voilà. Mais ça va. C'est bien. Je me suis habitué. Puis j'imagine que la réception qu'il y a eu au premier, qui était quand même assez appréciable, a dû aussi faciliter les choses pour aller vers le deuxième. Je vous dis, je reçois énormément de remerciements et de validations pour ça, donc ça va, j'ai pas de… tout va très bien. Ouais. Oui, en route vers le troisième. Pas d'agenda pour le troisième? Non, là, je suis en train de faire un truc beaucoup moins rigolo. C'est toujours autobiographique, mais je parle dans le tome 1, je raconte à un moment la mort de mon frère. Enfin, je raconte brièvement que mon frère est mort fauché par une voiture quand il était enfant encore, il avait 11 ans. Et je suis en train de faire un récit de cette histoire, autobio, donc évidemment, de ça. Donc c'est beaucoup moins drôle que Extase. Et après, quand j'aurai fini ça, là, je vais attaquer le tome 3. Et en parallèle, en ce moment, j'ai plusieurs scénarios
que j'ai écrits ou coécrits qui sont en cours de développement à des stades plus ou moins avancés. Il y en a un qui va sortir probablement l'année prochaine, puis probablement un autre l'année d'après. Enfin bon, voilà, il y a pas mal de projets. Il y a une variété disponible. Et puis il y a, je tiens à le dire, parce que quand même c'est un truc important pour moi, il y a une Extase, le tome 1 d'Extase a été adapté au théâtre. Oui, en fait, ça a été joué à Avignon assez longuement. Ça a été joué à Avignon au festival l'été dernier, enfin l'été 2019, mais en ce moment, c'est joué à Paris. Voilà. OK, donc ça va continuer à cheminer peut-être. Les auditeurs de Québec qui vont en voyage à Paris, eh bien, sachez que tous les jeudis soirs, on peut aller voir Extase au théâtre. Voilà. Alors, beaucoup d'opportunités de le découvrir, évidemment, je le rappelle. Le tome 1 était déjà disponible depuis 2017, donc sur les étaux des libraires. Le tome 2 est arrivé au fil de l'année. 2 livres, donc, chez Casterman de Jean-Louis Tripp. Jean-Louis, merci beaucoup. Merci beaucoup.